Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser au moteur un peu secret du commerce mondial. Un mécanisme qui permet à des entreprises, même à des milliers de kilomètres de distance, de faire des affaires en toute sérénité. On parle bien sûr du crédit documentaire. C'est un outil super puissant, souvent un peu dans l'ombre, mais pourtant il est absolument essentiel. Alors voilà, la question qui tue, littéralement. Imaginons un instant, on est un producteur de vin en France. On reçoit une super commande, un conteneur entier pour un client en Corée du Sud. Le truc, c'est qu'on ne l'a jamais vu, ce client, jamais parlé de vive voix. Comment on peut être sûr à 100% qu'on va être payé? Et de son côté, comment lui peut-il être certain qu'il va bien recevoir son vin? C'est exactement ça le dilemme de la confiance qui est au cœur, mais vraiment au cœur, de tout le commerce international. Eh bien, la solution à ce casse-tête, elle est finalement assez simple, mais redoutablement efficace. L'idée, c'est d'arrêter de se reposer uniquement sur la parole de l'autre. On va plutôt faire appel à un arbitre, un tiers de confiance, une institution dont le métier, c'est justement de garantir les promesses, une banque. Et c'est là que tout bascule. Grâce à son engagement. Ok, regardons ça de plus près. Le point crucial à comprendre, c'est que le risque, il change de main. Ce n'est plus juste une promesse entre l'acheteur et le vendeur. Non, là on parle d'un engagement ferme, noir sur blanc, de la part de la banque. C'est un peu comme un compte séquestre si on veut. La banque dit en gros, l'argent est là, bien au chaud chez moi, et je ne le débloquerai que quand j'aurai la preuve irréfutable que la marchandise a été expédiée. Et cette preuve, ce sont les documents. Franchement, ça change toute la donne. Et là, attention, il y a un mot magique. Irrévocable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que la banque a émis ce fameux crédit documentaire, c'est fini. Elle ne peut plus faire marche arrière. C'est gravé dans le marbre. Pour le vendeur, c'est une sécurité en béton armé. C'est la certitude quasi absolue d'être payé tant qu'il fait son travail et qu'il fournit les bons papiers. Et ça, cette tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment ça marche? Comment s'articule cette mécanique bien huilée? Ça peut sembler un peu complexe au premier abord avec toutes ces étapes, mais en réalité, c'est une suite très logique, très sécurisée. Allez, on décortique ensemble cette petite chorégraphie financière pas à pas. Ok, petite pause vocabulaire avant de continuer, c'est important. Il faut juste qu'on soit au clair sur qui est qui. D'un côté, on a l'acheteur, celui qui importe la marchandise. Dans le jargon, on l'appelle le donneur d'ordre. C'est lui qui demande à sa banque de mettre en place le système. De l'autre côté, on a le vendeur, l'exportateur. C'est lui qui va toucher l'argent à la fin. Lui, on l'appelle le bénéficiaire. Voilà, c'est tout simple, mais c'est la base pour bien suivre. Alors, première grande étape, on construit les fondations, la forteresse de la confiance. Tout commence avec le contrat de vente, bien sûr. Ensuite, l'acheteur va voir sa banque et lui dit « Ouvrez-moi un crédit documentaire ». Sa banque, qu'on appelle la banque émettrice, rédige l'engagement et l'envoie à la banque du vendeur. Et là, la banque du vendeur appelle son client et lui dit « C'est bon, le paiement est sécurisé ». Le plus fou dans tout ça, c'est qu'à ce stade, la marchandise n'a pas encore bougé d'un centimètre, mais le vendeur, lui, il a déjà la garantie d'être payé. Maintenant, place à l'action. Le vendeur, complètement rassuré, peut enfin expédier ses marchandises. Et attention, là, le point crucial, ce n'est pas la facture qu'il envoie à son client. Non, le trésor de guerre, ce sont les documents d'expédition, la preuve qu'il a bien envoyé la marchandise. Il rassemble tous ses papiers et les donne à sa banque. Et c'est là que le travail d'horloger commence. Les banques se transforment en arbitres, elles vont vérifier chaque document, chaque virgule, pour s'assurer que tout est parfaitement conforme à ce qui était prévu dans le crédit. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas, hop, le paiement est débloqué. C'est la paperasse et non le colis qui déclenche le virement. On est d'accord, le système est déjà super robuste. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Que se passe-t-il si la banque de l'acheteur elle-même n'est pas très solide? Ou pire, si le pays tout entier de l'acheteur traverse une crise majeure, politique ou économique? Eh bien, même pour ça, il existe une couche de sécurité en plus. Cette protection supplémentaire, ça s'appelle la confirmation. C'est très simple à comprendre. Imaginez ça comme un double cadenas. La banque du vendeur ne se contente pas de transmettre l'information. Non, elle s'engage elle-même. Elle ajoute sa propre garantie par-dessus celle de la banque de l'acheteur. C'est la méthode ceinture et bretelle, une double promesse de paiement. On ne peut pas faire plus sûr. Alors, pourquoi s'embêter avec ça? Pour l'exportateur, c'est le niveau de tranquillité ultime. Premièrement, ça élimine complètement le risque lié à la banque de l'acheteur. Si elle fait faillite, pas de problème. Deuxièmement, ça efface un risque beaucoup plus large et imprévisible, ce qu'on appelle le risque pays, on en parle juste après. Et surtout, ça garantit le paiement à une date précise, quoi qu'il arrive. En gros, tout le risque est transféré à sa propre banque, celle qu'il connaît, qui est au coin de la rue et en qui il a confiance. Le risque pays, c'est quoi exactement?
Eh bien, c'est le risque qu'un événement totalement hors de contrôle vienne tout bloquer. Ça peut être une instabilité politique, une guerre, de nouvelles lois qui empêchent l'argent de sortir du pays, ou même une grosse crise économique qui fait qu'il n'y a plus de devises étrangères disponibles pour payer. C'est un risque énorme. Et la confirmation, justement, elle agit comme un bouclier contre tout ça. Et comment les banques font pour mesurer ce risque? C'est pas au doigt mouillé, bien sûr. Elles se basent sur des notations, comme celle de la COFAS, par exemple. Il faut voir ça un peu comme le bulletin de notes d'un pays. S'il est noté A, c'est le premier de la classe. Le risque est faible. S'il dégringole vers B ou C, ça commence à devenir risqué. Et alors un pays noté D, là, c'est le signal d'alarme. Essayer d'obtenir une confirmation pour une vente dans ce pays-là, ça va être soit mission impossible, soit ça va coûter une fortune. Bon, on a vu le mécanisme en détail. Mais maintenant, prenons un peu de hauteur. Pourquoi est-ce que cet outil est si fondamental? Parce qu'au-delà de sécuriser une simple transaction entre deux entreprises, le crédit documentaire, c'est l'huile dans les rouages du commerce mondial. C'est un véritable accélérateur. Cette phrase résume tout, en fait. Le crédit documentaire, ce n'est pas juste un bouclier, un truc défensif pour se protéger. Non, c'est aussi une arme offensive, un levier pour booster sa trésorerie et même pour devenir plus compétitif sur le marché mondial. Alors, regardons comment ça se passe en pratique. Pour une entreprise, les avantages sont vraiment concrets. D'abord, et c'est le plus évident, le paiement est garanti. Fini l'angoisse de l'impayé. Ensuite, ça améliore la trésorerie. On peut même obtenir des financements plus facilement grâce à cette garantie. Ça permet aussi d'être plus compétitif. On peut se permettre de proposer des délais de paiement plus longs à ses clients, ce qui est un super argument de vente pour décrocher de nouveaux contrats. Et pour finir, on sous-traite toute la gestion administrative compliquée aux banques, qui sont expertes en la matière. C'est un gain de temps et de sérénité énorme. Voilà, le crédit documentaire a été la pierre angulaire de la confiance dans le commerce international pendant plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, de la blockchain, des smart contracts, est-ce que ce système, qui repose encore beaucoup sur le papier, est voué à disparaître? Est-ce qu'on se dirige vers des garanties numériques, instantanées? La prochaine révolution de la confiance est sans doute déjà en train de s'écrire. C'est une question passionnante. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.